Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Yannick, bonjour à tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver, Pierre Jovanovic. Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, vous êtes directeur littéraire des éditions du Jardin des Livres et vous publiez cet ouvrage dont vous avez pris les droits, acquis les droits, vous êtes Guy les bons tuyaux parce que ça va certainement être un best-seller. L'affaire Epstein, il est déjà dans les numéros 1 des ventes, donc c'est pas certainement un best-seller. L'affaire Epstein, au début, j'avoue, Pierre, j'ai regardé ça d'assez loin. Comme tout le monde, je sais que c'était quelqu'un de puissant, qui connaissait des gens puissants et qui fournissait des prostituées à ces gens riches. C'était j'allais dire, une triste et banale histoire de sexe. Quiconque connaît un peu comment les choses se passent dans la jet set, il n'y a rien de plus banal. En réalité, ce qu'il y a de moins banal, et c'est là où la vraie révélation de ce livre, c'est que c'est aussi une affaire d'espionnage, puisque vous révélez, et là ça n'a pas été dit par les médias officiels, Pierre, que Epstein était un agent du Mossad. Première révélation, mais bien caché. Ah bah ça pour le cacher, évidemment ils l'ont caché. Je pense que beaucoup de vos auditeurs et spectateurs ont vu la série sur Netflix. Il y a deux choses qui n'ont jamais été prononcées. Un, le fait que Epstein effectivement appartenait à la communauté juive, et surtout que c'était un espion des services israéliens, du Mossad. Et en fait, on a bien compris, si vous voulez, pourquoi Netflix s'était dépêché de réaliser cette série. Justement, c'est pour allumer ce qu'on appelle un contre-feu, de manière à ce que tout ça passe, ça reste derrière le rideau, que le grand public ne puisse jamais apprendre qu'en fait, c'est une très très grosse opération d'espionnage menée conjointement, je précise, par les services américains de la CIA et du Mossad, ce qui est quand même pas rien. C'est une des plus grandes affaires menées conjointement par ces deux services. Et cette enquête nous amène aussi, Pierre, sur les traces de Robert Maxwell. Le nom de Robert Maxwell ne va pas dire grand-chose aux jeunes générations, mais peut-être aussi le nom de Bill Gates. Ce serait peut-être le Robert Maxwell des prochaines décennies. Au sens, c'est déjà plus que le Robert Maxwell, au sens financier. Mais quand je dis dans les années qui viennent, peut-être qu'on va aussi avoir des affaires bizarres autour de Bill Gates, comme on en a eu autour de Robert Maxwell. Et la fille de Robert Maxwell. Alors, justement, je vais rappeler à vos spectateurs. Maxwell. Voilà, qui est Robert Maxwell, hein, c'est important. Robert Maxwell était un garçon d'origine de tchécoslovaque qui avait fait la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'était installé ensuite en Angleterre. Il a fait fortune, et il a commencé par racheter énormément de journaux anglais, dont le fameux Daily Mirror. Il avait acheté des clubs de football, il avait acheté des maisons d'édition, des chaînes de télévision. Enfin bon, bref, le contrôle, progressivement, Robert Maxwell était à la tête d'un conglomérat médiatique, exactement. Aujourd'hui, vous avez l'équivalent en France, hein. C'est Monsieur Drahi, hein, celui qui possède BFM, BFM Radio, des journaux, le SFR, ce qui est pas rien. Enfin bon, bref, c'est exactement le même profil. Et Maxwell est devenu une expression générique. Quand quelqu'un a un petit empire de presse, on dit c'est le Maxwell local. Oui, c'est ça. Exactement, c'est le Maxwell local, tout à fait. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que en fait, on a découvert. Maxwell, c'était dans les années 90, hein, précisons-le. Et dans les années 90, en fait, on s'est rendu compte que ses affaires ne marchaient pas si bien que ça. Il avait lancé plusieurs journaux, dont un journal européen qui a complètement capoté. Donc, ça prouvait bien, si vous voulez, que les Anglais déjà l'Europe, ils s'en moquaient totalement. Et en fait, à un moment donné, pour masquer la faillite de son empire financier, en fait, il s'était mis littéralement à taper dans la caisse de retraite de tous ses collaborateurs. Donc il avait quand même laissé, je sais pas, il y avait un trou je vous dis ça de mémoire, hein, 500 millions de livres sterling
à l'époque, ce qui correspondait peut-être en francs, on va dire plus peut-être vers le milliard. Hein, je me trompe peut-être au niveau de la conversion franc-livre, mais peu importe. C'était donc un scandale absolument retentissant en Angleterre, parce que Maxwell, c'était c'était l'homme qui donnait aux bonnes œuvres. Il était partout sur les télés, il donnait des interviews sur tout et n'importe quoi. Il avait un côté truculent. Hein, il avait un côté Francis Bouygues. Vous voyez, mais la comparaison s'arrête là. la comparaison. J'ai connu Robert Maxwell grâce à Francis Bouygues, parce qu'il s'était associé à Francis Bouygues pour racheter TF1. Et il a eu de privatisation de TF1 grâce à l'intervention de Robert Maxwell. Sinon, peut-être que Bouygues n'aurait pas gagné la privatisation de TF1. Et c'était justement cette chère Ghislaine Maxwell, largement citée, qui était aussi dans les petits pas de son père, hein, qui était une femme d'ailleurs assez délicieuse et qui a même imposé le recrutement d'Anne Sinclair dès le départ, dès la privatisation de TF1. Voilà. Ah, comme c'est étrange, mon cher. Alors là, bravo, parce que là, vous apportez une pierre de plus à cet édifice. Là, on voit votre carrière de journaliste, effectivement. Je ne savais pas que vous avez rencontré Maxwell. Pardon ? C'est pour ça que les Bouygues n'ont jamais touché à Anne Sinclair, avec 7 sur 7. Elle faisait ce qu'elle voulait. D'accord. Écoutez, justement, et donc, alors je termine, si vous voulez, je referme le tiroir Robert Maxwell, hein, puisque vous l'avez connu, parce que vous avez interviewé Maxwell. Moi, j'ai interviewé Francis Bouygues quand il a racheté un studio de cinéma à Hollywood. Hein, donc, vous voyez que même Francis Bouygues, sans doute, en fréquentant Maxwell, voulait lui aussi devenir un magnat on va dire de l'empire médiatique plutôt, parce qu'il avait il s'était déjà lancé dans les téléphones. Toujours est-il que après avoir détourné, on va dire, l'argent de tous des retraites de tous ses collaborateurs, il est parti donc sur son bateau pour réfléchir ou pour faire sa croisière. Le bateau en yacht, c'est pas le petit yacht, hein, c'est pas le bateau de pêcheur à Saint-Nazaire, hein, précisons-le bien. C'est le yacht qui aurait d'ailleurs pu être construit à Saint-Nazaire, hein, techniquement. Et donc il était au large des Canaries et on l'a retrouvé comme ça du jour au lendemain, soi-disant qu'il était tombé de son bateau. Voilà. Donc ça, c'est une première affaire d'espionnage. C'est-à-dire que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. C'est en fait, tout le monde soupçonne effectivement le MI6, hein, le service de renseignement anglais, de lui avoir réglé son compte une fois qu'ils avaient découvert que Robert Maxwell, en fait, depuis le départ, était un agent du Mossad. C'est là où vous voulez en venir. Voilà, vous avez bien. D'autant plus, mais le grand public ne l'a su. En particulier parce que plusieurs grands reporters de Paris Match sont allés en Israël pour l'enterrement parce qu'ils suivaient l'affaire. Donc on l'a retrouvé au large. On savait pas trop si c'était suicidé, s'il est tombé par accident ou si on l'avait tué. Donc Paris Match et tous les journaux, les Voici de l'époque, vous voyez, ça suivait cette affaire qui est une affaire policière, d'enquête policière, etc. Et en fait, on a découvert que l'enterrement de Robert Maxwell était une affaire nationale en Israël, et vous aviez tout le banc et l'arrière-banc et l'arrière-arrière-banc de l'espionnage israélien, les ministres de la guerre, les ministres de la défense nationale, les patrons, le patron du Mossad et les patrons précédents du Mossad étaient là à son enterrement. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous n'avez pas tout le banc et l'arrière-banc du Mossad qui assistent à l'enterrement si ce n'est pas l'un des leurs, ça va de soi. C'est clair. Et d'ailleurs, on le voit dans le livre, il y a plusieurs livres qui ont été publiés sur le sujet. On sait maintenant avec certitude, effectivement, que Robert Maxwell était donc un agent du Mossad, que sa fille Ghislaine, donc que vous avez rencontrée, qui était délicieuse, comme vous l'avez dit, que vous avez rencontrée, donc, était devenue elle-même. Je ne sais pas si c'est de père en fils ou de père en fille, là, pour le coup, mais elle-même était devenue donc une activiste du Mossad. Et en fait, c'est Robert Maxwell qui, en rencontrant le jeune Epstein, qui était amoureux à l'époque de sa fille Ghislaine. Epstein aussi.
Pardon? Elle était délicieuse pour Jeffrey Epstein aussi. Ah oui, absolument. Et donc c'est en fait Robert Maxwell qui a embauché, on va dire, Epstein au Mossad. Voilà. Donc c'est une affaire familiale, doublement familiale, puisque d'abord c'est la famille Maxwell et donc Epstein, et ensuite l'autre famille, c'est-à-dire la communauté du renseignement israélien qui est aux commandes de cette affaire. Voilà. Donc ça, on fait les présentations, on va dire ça comme ça. On ferme cette parenthèse. J'ai voulu commencer là-dessus pour dire que dans l'histoire de l'espionnage, Pierre, il y a eu ces deux choses que l'on vient de résumer, soit le sexe, c'est-à-dire on paye des putes pour aller prendre des informations chez les personnalités, les personnes sensibles. Le mot n'est pas très approprié parce qu'en réalité, c'est à un niveau très très élevé. C'est des femmes qui peuvent même devenir des maîtresses pendant plusieurs années, voire même devenir des épouses de ces personnalités pendant plusieurs années. Donc des gens vraiment très bien infiltrés. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi, dans l'espionnage, il y a aussi ces gens qui s'inventent une sorte de nouvelle carte d'identité, qui arrivent dans un pays, qui créent des affaires, qui sont dans des domaines sensibles, qui obtiennent la confiance des dirigeants de ce pays, comme par exemple, justement, les services secrets israéliens ont parfaitement su le faire dans les années 60 en Syrie, quand ils sont même arrivés à faire un ministre de la Défense. Absolument. Un truc fou. Alors, et là, pour la première fois, on est vraiment dans la conjonction des deux, parce qu'en récupérant Epstein, là, c'est le gros lot. Ils ont pris le mec qui était un pervers, on lui donne quelques millions finalement pour se lancer dans la vie, dans la finance, pour approcher les grands de ce monde. Le type est intelligent. C'est un vrai pervers sur le plan sexuel, et évidemment, il entraîne pas toute la galaxie parce qu'on va s'arrêter aux confins de la planète Terre, mais toute la planète Terre. C'est ça. Toute la galaxie, oui. En tout cas, toutes les têtes couronnées, voilà, toutes les étoiles, etc. Voilà, parce que vous savez, j'ai son Black Book, là, j'ai son agenda, son fameux agenda, et je peux vous dire que toutes les têtes couronnées d'Europe y figurent. Donc c'est tout à fait étonnant. Donc quand vous parlez de galaxies, effectivement, en tout cas, c'est voici Gala et point de vue image du monde. Hein. Je pense que les extraterrestres sont arrivés sur Terre il y a quelques années. Il y aurait déjà eu dans le carnet noir d'Epstein. Oui, tout à fait. Avec les extraterrestres. Alors, pour dire à quel point le gars est un peu spécial, hein, il allait vraiment vers les petites filles. Hein, il aimait les 14-16 ans. Et vous expliquez parfaitement ça. Parce qu'il avait un tout petit pénis. Oui, ça, en règle générale, si vous voulez, tous les spécialistes, les psychiatres, etc., vous savez, dans les affaires de viol, vous expliquent que dans 80% des cas, les hommes qui préfèrent les gamines de 12-13 ans, voire encore plus jeunes, en fait, c'est plus une question d'adéquation de taille au niveau du sexe. Hein. Donc, ceci explique cela. Et précisons que Epstein s'est fait refaire son sexe, donc ça ressemblait à une sorte de mini ananas, on va dire ça comme ça. On le voit dans le livre, hein, on le voit dans le livre parce qu'on voit l'une des avocates des nombreuses des gamines qu'il a transformées en esclaves sexuels, hein, qui décrit très précisément. Et aux États-Unis, ils s'embarrassent pas de détails, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc à ce niveau-là, effectivement, on voit bien et à un moment donné, Epstein, d'ailleurs, on voit même parce que ça a été filmé, parce que c'était au tribunal, on voit Epstein qui regarde au plafond d'un air absolument dégoûté les questions, et on voit les avocats d'Epstein qui disent non, on n'accepte pas cette question, etc. Donc il y a ça, mais il y a surtout, si vous voulez, le fait que la CIA donc s'est embarquée dans cette affaire, et que depuis le départ, et ça on le sait depuis peu, en fait Epstein a commencé à faire du trafic de gamines de 10, 12 ans, 13 ans dès la guerre du Kosovo. C'est-à-dire qu'il importait des Balkans avec un avion, figurez-vous, qui était immatriculé. Enfin, maintenant on le sait, hein, j'ai donné l'immatriculation dans un autre article. C'est un avion de la CIA.
C'est quand même absolument extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Oui, et pour vous donner une autre idée, le même avion de la CIA, sans doute, qui a pu permettre à Hillary Clinton d'aller faire des affaires dans les télécommunications. Hein, aussi. Voilà. Enfin, écoutez, on a tout regroupé, quoi. Voilà, vous aviez une chance sur 900 000 je vous dis, de la part des spécialistes de l'aéronautique qui vous disent qu'un avion militaire, c'est-à-dire un chasseur, un espèce de chasseur américain de l'US Army, et que l'immatriculation se retrouve sur un avion civil. C'est du jamais vu. Vous avez une chance sur 900 000, grosso modo. Donc déjà, il avait commencé à faire son trafic. Et c'est là où c'est absolument incroyable, c'est là où on le voit très bien dans le livre, c'est que il avait maintes domaines un peu partout, à Paris, aux îles Vierges, à New York, du côté de Miami et dans je ne sais plus quelle autre île des Caraïbes. Toutes les chambres étaient bardées de caméras cachées. C'est absolument terrifiant. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que Bill Gates, qui s'occupe de vaccination aujourd'hui, eh bien, figurez-vous qu'il est sur une très très bonne liste, parce qu'il a pris l'avion, de mémoire, je vous donne ça, 6 ou 8 fois après que Epstein soit sorti de prison en 2008. Ce qui veut dire, si vous voulez, de quelqu'un de la stature de Bill Gates, quelqu'un de la stature de Bill Gates ne va pas fréquenter un type qui sort de prison, qui est accusé de proxénétisme de gamine de 12 ans. Enfin, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et en plus, il monte dans son avion privé à plusieurs reprises, alors que lui-même, je l'ai déjà dit, mais Bill Gates a son propre avion. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Il est dans je sais pas, dans les 10 premiers, hein, je crois. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas, ou du moins qui colle trop bien, qui colle même très bien, très très bien sur cette affaire. Parce qu'on retrouve effectivement beaucoup de médecins, ensuite beaucoup de gens de Harvard, beaucoup de scientifiques qui ont été largement arrosés par Epstein après sa sortie de prison. Parce qu'une fois qu'il a été mis en prison pour les premières plaintes qui sont tombées, eh bien le Mossad et la CIA lui ont dit maintenant tu abandonnes les gamines et là tu fais dans les scientifiques. Donc tu filmes les scientifiques, tu les amènes chez toi, tu leur mets des gamines dans le lit, on les filme et on obtiendra toutes leurs recherches gratuitement. Hein, c'est un peu, voilà, je vous le fais assez simple. Pour ceux qui nous écoutent, évidemment, tout ce qu'on a dit depuis le début, ça peut paraître un peu décousu, mais cette affaire qui est totalement délirante et en elle-même totalement décousue. Donc on a parlé de Robert Maxwell, on s'est moqué un peu de Jeffrey Epstein qui avait un tout petit sexe, donc méfiez-vous de ceux qui ont des petits sexes, ce sont des pédophiles en puissance, c'est ce qu'on apprend, ils sont attirés par votre fille, quoi, qui a 14 ans. Oui, voilà, c'est ça, oui. Parce que ça rentre bien, en clair. Alors... non, il faut dire, puisqu'on parle. On ne peut pas mieux résumer. Voilà. Et en réalité, c'est pas si décousu que ça, parce qu'on a bien parlé du Mossad, des méthodes d'infiltration des services secrets dans des États étrangers, soit le sexe, soit la puissance financière. J'ai commencé par Maxwell, c'était la puissance financière. La fille de Maxwell qui tombe dans les bras d'Epstein, elle est reprise en main par le Mossad, et tout ce petit monde se met à lancer sa congrégation, finalement, du YouPorn de la Jet Set, sans que la Jet Set sache qu'elle est filmée. C'est-à-dire, on va prendre des ministres, on va prendre des grands chefs d'entreprise, on fait des beaux dîners dans des châteaux, dans des maisons de campagne, on les invite le week-end, on les invite le soir, et puis tiens, comme par hasard, il y a mon amie Svetlana qui est là. Ah, Svetlana, comme elle est belle, elle vient de Russie. Oui, Svetlana, non ? C'est un cours, Svetlana, hein, voilà. Ça. Et puis la Svetlana, ah, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes dans les affaires. Ah, je savais pas qui vous étiez. Ah, vous êtes ministre de la Défense. Oh, comme c'est un beau métier. Puis Svetlana commence à se toucher la main dans les cheveux. Ah, le gars se prend tout d'un coup pour George Clooney, hein, et il passe dans la piole et tout est filmé. J'ai résumé comment les choses se passent. Ah, tout à fait. C'est du Matahari mis à jour. C'est le Matahari. Alors, je vous donne un exemple. Je vais vous en donner plusieurs. Par exemple, l'ancien Premier ministre australien, c'est pas rien.
L'Australie, c'est quand même immense. Hein. Figurez-vous qu'il a fait un chèque de 400 000 $ à Jeffrey Epstein à sa sortie de prison. Déjà. Et quand la presse australienne lui a demandé, mais monsieur le ministre, pourquoi vous avez fait un chèque de 400, quelque chose qui ne va pas, c'est suspect. Enfin, je veux dire, toute la presse australienne s'est réveillée d'un seul coup. Ah, mais je ne savais pas du tout que c'était Epstein. Enfin, dans le genre, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est. C'est une œuvre de bienfaisance, et patati patata, voilà, etc. Sauf que le patron, si vous voulez, du hedge fund qui gère toutes les retraites des agents de la CIA, et ça fait du monde, depuis 70 ans, il y en a du monde et il y en a des milliards dedans. Eh bien, figurez-vous que déjà il y a 10-15 ans, lui-même mettait en place une œuvre de charité dans laquelle on retrouvait le patron de la Barclays Bank, voilà, qui était en faillite. On retrouvait Bill Gates, ou son bras droit, monsieur Nikolic, et quelques autres têtes bien connues, donc Larry Summers, par exemple, l'homme qui a sauvé le monde en 1987. Rappelez-vous, aux États-Unis, après la première grande série de faillites bancaires qui a eu lieu en 1997 et qui a amené une sorte et détruit toutes les caisses d'épargne aux États-Unis. Ça, on connaît pas trop bien cette histoire en France, mais c'est lui qui a sauvé, on va dire, le système bancaire américain, et c'est lui qui a détruit la frontière qui existait entre banques de dépôt pour la population normale et les banques d'affaires qui, elles, pouvaient spéculer sur les marchés et ainsi de suite. C'est lui qui a permis aux banques de prendre l'argent du peuple et de l'investir sur les marchés, d'où la fameuse crise de 2007-2008. Vous voyez, eh bien, toutes ces têtes-là, tous ces noms absolument colossaux se retrouvaient déjà dans une œuvre de charité, soi-disant, œuvre de charité, avec monsieur Epstein au centre, et il était déjà payé par le directeur général de Apollo Management, qui gère tous les fonds de retraite de la CIA. Donc en fait, Apollo Management est une annexe, on va dire, déguisée de la CIA. Voilà, tout simplement. C'est incroyable. On parle d'un agent secret, on a souvent l'image de l'agent secret qui est aussi un patriote, qui fait ça pour défendre son pays. Ça, c'est respectable que d'aller prendre de l'information ailleurs pour le bien de son pays. Mais il ne faut pas le présenter non plus comme un patriote israélien prêt à mourir pour la patrie. C'est un mec qui finançait des putes et qui se faisait payer quand même $1 million. C'est ça, hein, par le Mossad, par vidéo, je crois. Oui, par le Mossad et la CIA, c'est une opération commune. Pour vous donner une idée, Yannick, pour vous donner une idée, quand il est sorti de prison, donc en 2008, Miami, où il était condamné pour 12 mois, et encore, il a été mis dans une prison, on va dire, c'est le club méditerranéen, par rapport aux prisons américaines qu'on voit dans les séries. Eh bien, figurez-vous qu'à sa sortie de prison, la même annexe de la CIA, donc Apollo Management, lui a fait 2 virements de $25 millions, ce qui correspond à $50 millions. Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc ça, c'était pour le dédommager un peu et surtout pour le remettre en selle pour les opérations suivantes. Et on a vu quelles étaient ces opérations suivantes. C'était effectivement tous les scientifiques de toutes les universités, les plus grandes universités mondiales, pour les compromettre, tout simplement. Vous savez, les services français ont utilisé Madame Claude dans les années 70-80 sur mais c'était des femmes majeures, etc. J'ai pas le souvenir, si vous voulez, d'un service secret ou même d'un groupe de services secrets comme c'est le cas ici, qui a mis en place littéralement un réseau de proxénètes, d'esclaves sexuels, littéralement de gamines de 14, 15, 16 ans. C'est tout à fait incroyable. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui nous chagrine, mais bon, c'est pas eux se moquent, ils ont pas de morale. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats et de faire chanter les gens. Voilà, et surtout faire chanter les gens, donc au profit des États-Unis et au profit d'Israël, en faisant chanter tous les députés et les sénateurs et les journalistes pour qu'ils votent dans le bon sens toutes les lois favorables soit aux Américains, soit à Israël, tout simplement. J'aimerais Pierre, qu'on fasse un peu de prospective, parce que c'est bien de parler du passé, mais on s'est aperçu, par exemple, que Robert Maxwell, on a découvert que c'était un agent du Mossad, mais bien après. Bien après.
Empire. Et pendant tout ce temps-là, on lui faisait des courbettes, on le respectait, on le prenait comme une sorte de Bernard Tapie anglo-saxon. Il est formidable. Bien sûr, absolument. À la Maxwell, on allait pleurer dans son bureau, les patrons de journaux allaient pleurer dans son bureau pour qu'il participe à l'augmentation de capital. Alors Maxwell n'a jamais pu rentrer dans les médias français, heureusement, pour une simple et bonne raison, tout le temps en étant minoritaire, puisque la loi sur la détention de la presse en France fait que les capitaux non européens ne peuvent pas être majoritaires dans des médias français. C'est ce qui a toujours été le drame de Robert Maxwell, qui voulait racheter un grand quotidien français ou un grand hebdomadaire français. Maxwell n'a jamais pu le faire parce qu'il n'avait pas la double nationalité, il était simplement anglais, puis il était australien, puis américain. Et donc, en tant qu'étranger hors CE, il ne pouvait pas être majoritaire, il pouvait juste se contenter d'une petite partie du tour de table, comme il l'a fait sur TF1 avec Francis Bouygues, mais jamais avoir le pouvoir de contrôle. Attendez, moi je voudrais faire une parenthèse là, parce que ce que vous venez de dire, Yannick, c'est très intéressant, mais permettez-moi de vous rappeler que là, il y a une entourloupe, là, on nous l'a fait à l'envers, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que vous avez le patron de BFM, Monsieur Drahi, qui fait tous les achats, c'est-à-dire qui achète tous les médias, les radios, etc., les journaux, l'Express, Libération et Tutti Quanti. C'est énorme. Et ensuite, il renonce à sa nationalité française pour devenir citoyen israélien. C'est pas extraordinaire, ça ? Et d'ailleurs, je vous signale que cette opération, elle est en cours. Hein. Moi, je dis pas que... Mais moi, je trouve quand même extraordinairement bizarre et curieux, et je pense que beaucoup de militaires et de gendarmes seront d'accord avec nous pour le coup, qu'un ancien agent du Mossad soit devenu aujourd'hui le patron du journal Libération. C'est quand même incroyable, hein, parce qu'on retrouve quand même la même idée. Mais je suis désolé, vous savez, le plan du Mossad qui a si bien fonctionné avec Robert Maxwell dans les années 80-90, c'est un super plan, il n'y a pas de raison on peut le renouveler et le mettre en place en France. On a vraiment l'impression, si vous voulez, d'assister à un deuxième Maxwell, là, et qui est en place aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Mais cher Pierre, je m'aperçois que je suis un très bon pêcheur parce que j'ai aussitôt lancé la canne à pêche que vous êtes tout de suite venu mordre. Écoutez, c'est même pas... vous savez, je m'appelle Pierre, hein, donc Saint-Pierre était pêcheur. Hein. Vous avez devancé tout ce que j'allais aborder, donc on va retrouver peut-être des Maxwell ou des Epstein dans une dizaine d'années, de gens sur lesquels on fait des courbettes, pour lesquels on fait des courbettes, et on va s'apercevoir qu'ils ont aussi influencé et contribué à changer l'évolution de notre pays et de la société française. Voilà. Exactement, mais c'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez ouvert une porte extrêmement intéressante. C'est un vrai scoop, d'ailleurs, ce que vous venez de faire là. Parce que moi, je n'étais pas du tout au courant de cette... comment dire, le fait, si vous voulez, que Robert Maxwell, donc le papa de Ghislaine Maxwell, devenu agente du Mossad et de la CIA, enfin surtout du Mossad, que donc Robert Maxwell ait fait des pieds et des mains pour avoir Anne Sinclair qui a fait les beaux jours, on va dire, de TF1 avec 7/7, et j'en passe, et des meilleurs. Et surtout, l'affaire Strauss-Kahn. L'affaire Strauss-Kahn, si vous regardez la série qui est passée, alors je ne sais plus si c'est sur Amazon ou Netflix, mais la série sur Strauss-Kahn, c'est quand même d'un autre niveau que la série sur Epstein. Mais là, on voit bien, si vous voulez, là, à nouveau, les réseaux israéliens qui se sont mis en place pour le sortir. On le voit très bien dans la série. C'est vraiment remarquable. Je trouve que ça, c'est une porte que j'avais pas du tout vue, et je pense que ça va même beaucoup plus loin en termes de ramifications dans les médias français qu'on le croit, tout simplement. Pardon de vous avoir interrompu là, pour le coup. Non, c'est moi qui vous ai interrompu. C'est moi qui vous ai interrompu. Quel ordre, Pierre. Alors, parlons de la France maintenant. Vous avez eu accès, il est caché quelque part, ce carnet noir de Jeffrey. Non, moi je le cache pas, moi je peux voir. D'ailleurs, vous savez quoi, après l'entretien, je vous l'envoie. Vous allez vous amuser. Je vous l'envoie en PDF. Vous allez voir toutes les têtes couronnées qui se trouvent dans ce carnet, mais surtout dans notre environnement. C'est ça qui est dingue. Et ce sont surtout, si voilà, on voit bien que Epstein n'a ciblé que les gens
très 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 riche, et bien entendu toutes les putes parisiennes, etc., qui à l'époque devaient avoir, elles avaient 12 ans de moins, donc on va dire qu'aujourd'hui elles devaient avoir, voilà, on va dire qu'elles ont évolué, on va dire elles ont vieilli, mais quand même, on le voit bien, on le voit très nettement que la seule chose qui intéressait Epstein, c'était, parce que n'oubliez pas, il faisait ça également pour le compte du Mossad, il proposait, de par son passage à la Burstians, et c'est ce qu'il proposait également d'ailleurs à beaucoup, dont parce qu'il avait travaillé, figurez-vous, avec l'oncle de l'émission de Monsieur Khashoggi. Alors pas le journaliste qui a été découpé en tranches à Istanbul, mais son oncle, le fameux marchand d'armes. Bon, sachant que les Khashoggi, c'est une grande famille, vous savez, comme il y en a. Et qui avait aussi des liens via l'Arabie Saoudite avec Israël. Mais attendez, Epstein a le numéro du prince. Vous allez le voir dans son carnet, il y a le numéro du prince Ben Salman, son numéro à New York, son numéro de portable, on a tout, on peut même l'appeler pour lui dire vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez découpé Khashoggi en tranches. Vous voyez, donc Epstein en fait faisait de la lessiveuse, c'est-à-dire qu'il proposait à tous ces milliardaires comment payer le moins d'impôts possible, voire comment ne pas payer d'impôts. Et à force d'examiner, si vous voulez, ce carnet noir que je vais vous faire parvenir après, ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est qu'on voit tout de suite ceux avec lesquels il travaillait tout le temps en permanence, parce que ceux avec lesquels il travaillait, en fait, il avait tous leurs numéros de téléphone. Ils ont le numéro de téléphone chez eux, leur portable chez eux, fixe portable, à leur bureau, à leur maison de campagne, à leur deuxième maison de campagne, à leur station de ski, enfin bon, la totale, vous voyez. Donc quand vous avez 10-15 numéros de téléphone pour la même personne, vous savez que là, il y a véritablement une conjonction. Je ne sais pas si vous avez vu vous savez, ça passe sur des séries à la télé, des fois, vous savez, ces policiers français qui font des enquêtes sur des dealers de drogue et puis ils cherchent à recouper le grossiste. Et alors, ils écoutent tous les téléphones et puis à un moment donné, ils font des graphiques, vous savez, pyramidaux, avec dans tous les sens. Bah, si on faisait ça pour le carnet d'Epstein, et moi j'encourage vos spectateurs à aller sur quotidien.com parce qu'il y a un lien qui permet justement de voir tous les liens. Qui est important, qui ne l'est pas, etc. Et c'est évident que Epstein avait installé effectivement une base supplémentaire pour son trafic. D'ailleurs, Monsieur Brunel, son complice, vous savez, de l'agence Élite, celui qui le fournissait en mannequin, mais surtout en gamine de 12 ans. En gamine de 12 ans. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quand même incroyable, quoi. C'est le véritable Monsieur Benchemoul, hein, de son vrai nom. Il a été arrêté peut-être 5 jours après qu'on ait fait cette interview. C'est la première interview que j'ai faite sur TV Liberté. Donc parce que là, la justice française, elle s'était endormie pendant 1 an. Hein, pendant 1 an, Monsieur Benchemoul. Et en plus, il était tellement persuadé qu'il risquait rien. Il est allé à Roissy prendre son avion tranquille pour partir en vacances à Noël. Et c'est là où il a été arrêté et aujourd'hui il est en prison. En attendant son procès. En lisant ce carnet, on va pouvoir voir qui est important, qui est influent ou qui ne l'a pas. On est très vexé, on n'a jamais été invité par Rammstein. Donc, ça signifie qu'on n'avait pas trop d'importance. Par exemple, on trouve. Alors, bon, c'est pas parce qu'ils sont dans le carnet, si vous voulez, d'Epstein, mais par exemple, on trouve une Lagardère. Ce qui veut rien dire, si vous voulez. Mais le fait, si vous voulez, qu'il ait ciblé la famille Lagardère, donc quand même propriétaire d'Europe 1, de Paris Match, ça fait quand même beaucoup de journaux, vous le savez bien, vous êtes dans les médias comme moi, c'est pas innocent du tout. Hein, je dis pas que la famille Lagardère travaille pour Epstein ou qu'ils sont mêlés à quoi que ce soit dans ces affaires, mais déjà le fait d'avoir les numéros personnels, c'est déjà bon. On voit bien qu'il essayait de les cibler. Voilà, on va dire ça comme ça, sur ordre ou pas. Si vous êtes invité à dîner et vous vous retrouvez à côté de Lagardère, de n'importe qui d'autre, lui le pauvre il est là parce qu'il est invité, parce qu'on lui a dit d'aller voir Epstein, c'est un gars sympa, il connaît beaucoup de monde, oui. Son relationnel, le simple fait que vous soyez à cette table, il vous partagera son numéro de téléphone, puisque vous avez la caution d'être invité dans un grand... Exactement, voilà, exactement. Tenir un numéro de téléphone. Si je croise, il m'est arrivé d'être invité à dîner par des
très grandes personnalités, où il y a d'autres personnalités qui sont à côté. Ces personnalités qui ne m'auraient jamais donné leur numéro de portable en les croisant comme ça normalement, vu que je suis invité, que je suis à ce dîner, là, elles me balancent leur portable. Voilà, donc faut pas. C'est une pratique courante, c'était ce que je voulais dire. Non, mais attendez, c'est pour ça que c'est pour ça que je vous ai précisé que, en revanche, lorsqu'il y a tous les numéros, vous voyez ce que je veux dire, lorsque vous avez 10 ou 12 numéros de téléphone afin qu'ils soient joignables partout, là, c'est autre chose. Hein, là, il y a vraiment, on va dire, anguille sous roche, on va dire ça comme ça. C'était l'époque où encore il y avait le téléphone, la maison de campagne, la maison à Paris, etc. Maintenant, on n'a plus qu'un portable, donc c'est beaucoup plus simple. Pierre Jovanovic, on a commencé avec Robert Maxwell, on a parlé de la fille de Robert Maxwell, on a parlé d'Epstein, de ce qu'il a fait, de toutes ses ramifications, de l'influence du Mossad. Et j'aimerais que l'on termine cet entretien, pour que ça soit logique, avec Bill Gates. Que vient faire Bill Gates là-dedans, puisque on découvre bien dans le livre qu'il y avait une relation assez forte entre Epstein et Bill Gates. Dans l'actualité en ce moment. Écoutez, c'est la question majeure en fait. Donc voilà, maintenant, quand on a posé ces questions, on a déjà apporté des réponses chez beaucoup de gens qui nous écoutent, puisqu'on a parlé du Mossad, on a parlé de l'influence extérieure finalement dans une nation. Écoutez, je vais vous répondre par les dernières volontés de Monsieur Epstein. Vous savez qu'il a fait son testament 2 jours avant son suicide, alors qu'il n'avait pas l'intention de se suicider. Et dans ce testament, on va dire ça comme ça, donc à la fin, il a dit voilà, je nomme comme exécuteur testamentaire monsieur un tel, et en dernier ressort, je nomme monsieur Nikolic, qui est le bras droit de Bill Gates pour toutes les affaires pharmaceutiques. Voilà, donc là, je veux dire, déjà là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et comme je vous l'ai dit au début de cette interview, Bill Gates a été mis dans le conseil d'administration de cette œuvre de charité qui a été organisée par l'un des patrons de la CIA, enfin qui est plutôt patron du hedge fund qui gère toutes les retraites des agents de la CIA. Donc là, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Et la même personne, Monsieur Leon Black, utilisait sa compagnie personnelle de son propre yacht pour payer Epstein. C'est-à-dire que c'est des voies détournées. Vous voyez, il n'était pas payé par la CIA ou par Apollo Management, il était payé par la société qui gère le yacht de monsieur du PDG de Apollo Management. Voilà. Alors que ce soit en location, peu importe. Enfin, c'était quand même quelques millions de dollars aussi. C'était pas 10 euros, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc là, il y a quelque chose, si vous voulez. On voit bien qu'il y a une opération qui a été mise en place dès les années 2000. Dès les années 2000, hein, je précise. Qui montre qu'il y a une connivence absolument phénoménale entre CIA, Epstein, logique, puisqu'il travaillait pour la CIA, et surtout Bill Gates. Bill Gates qui nous parle effectivement depuis les années 2000 de réduire la population de 15% parce qu'il y aura une pandémie qui va arriver et donc il va falloir les vacciner. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un plan de vaccination globale alors que le taux de mortalité de ce virus finalement n'est pas... Mais les médias sont en train de nous monter la tête alors que techniquement, même si c'est une grippe beaucoup plus virulente que les autres, je rappelle que si les hôpitaux sont pleins, c'est parce qu'auparavant, nos hommes politiques ont pris le soin de supprimer, on va dire, un peu plus de 100 000 lits d'hôpitaux en l'espace de 15 ans. Précisons-le, c'est très important. Donc après, vous pouvez dire, oui, c'est la catastrophe, on n'a plus de lits, blablabla. Mais si on avait les 100 000, franchement, personne n'aurait... On serait passé au travers, tout simplement. En conclusion, je pense qu'il est important de dire, Pierre, puisqu'on parle de votre livre sur l'affaire Epstein, on a beaucoup parlé du Mossad, il n'y a rien dans vos propos ni dans mes interrogations qui soit contre Israël. C'est un pays indépendant qui a tout à fait le droit de se défendre, c'est normal, c'est totalement légitime, c'est l'art de la guerre finalement. Mais la question que je m'amène à me poser, c'est pourquoi nous sommes si peu préparés à cela, pourquoi par exemple nos services français n'ont pas cette pratique
que l'on vient par exemple de résumer, qu'a la CIA ou qu'a le Mossad, nos services français qui sont des très bons services, mais ça reste des services assez corrects. Écoutez, je dirais que les services français, là, c'est plus du tout la puissance, si vous voulez, de ce qu'était, par exemple, la piscine, hein, c'est comme ça qu'on appelle la DGSE, si on la compare, par exemple, aux années 73, 75, etc., d'une part parce qu'ils n'ont plus du tout les mêmes budgets, et ensuite, et même s'ils avaient les mêmes budgets, je parle proportionnellement, aujourd'hui, 90% de leur énergie est utilisé pour le monde arabe, musulman, terrorisme, ISIS, etc. C'est-à-dire qu'en fait, 90% de son énergie est dépensée à travailler ou à prévoir les attentats, etc. Donc ce genre d'affaires, si vous voulez, quasiment, je ne veux pas dire que ça les dépasse, mais ça ne les intéresse a priori pas. Sinon, Epstein n'aurait pas pu agir comme ça en toute impunité, avenue Foch à Paris, avec tous ces dîners, etc. Enfin, je veux dire, si Bill Gates arrive au Bourget avec son avion, ou si Epstein arrive au Bourget avec son avion dans lequel il y a Bill Gates, il y a la DGSE, elle est présente au Bourget. Ils ont la liste de tous les passagers qui arrivent au Bourget. Tous, sans exception. Vous savez comment je le sais ? Écoutez, c'est très simple, hein, parce qu'un jour, j'avais dit à la radio que je prenais l'avion pour Athènes au moment où il y avait la crise, etc. Et juste au moment d'embarquer à Charles de Gaulle, à Roissy, je vois arriver un monsieur avec son badge d'identification douane française, truc tricolore. Il arrive directement sur moi, il me dit: Monsieur Jovanovic. J'ai dit oups, c'est quoi et en fait, c'était un monsieur qui était venu me demander de lui dédicacer un livre parce qu'il avait vu mon nom sur la liste. Il avait vu mon nom sur la liste des passagers. Donc ça veut dire que les noms des passagers, même à Roissy, il y a des millions de gens qui passent à Roissy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginez le Bourget où tous les VIP arrivent. Voilà. Mais il les avait tout le temps, en permanence. C'est bien. Alors, l'affaire Epstein, tout ce qu'on a dit, sont quelques gouttelettes par rapport à l'océan de révélations qu'il y a dans ce livre, parce qu'on apprend même parfois des choses assez croustillantes sur les pratiques sexuelles. Hein. On pourrait faire une autre émission, hein, spécialement consacrée à 23h. Non, parce que 23h sur Car News, vous avez... Ces gens-là, cher Pierre, la position du missionnaire, c'est jour de repos, quoi. C'est rien du tout. C'est juste une petite entrée, la position du missionnaire. On prend tous les âges, on prend toutes les tailles, on s'amuse comme on veut avec des fouets, on s'enchaîne, on se drogue, on s'habille en femme, on met des porte-jartelles. Il y a beaucoup de cocaïne surtout. Il y a beaucoup de cocaïne. Voilà. Si on met des porte-jartelles, c'est pas les femmes qui mettent des porte-jartelles. Il y a aussi les hommes qui mettent des porte-jartelles. Ouais, enfin là, effectivement, c'est plus les hommes. Après, précisons-le, parce que pour une femme, ça me paraît, je veux pas dire naturel, mais presque. Voilà. Voilà, parce qu'on est encore accusé de féminisme. À lire donc l'affaire Epstein, le livre événement du moment qui est publié par les éditions Le Jardin des Livres. Et si nous venons d'en parler ensemble, Pierre, c'est parce que vous êtes le directeur littéraire des éditions du Jardin des Livres qui publie ce livre, donc à commander chez votre libraire, bien sûr. L'affaire Epstein. Il est signé par Dylan Howard, qui est le journaliste américain qui a mené cette enquête, donc publiée au Jardin des Livres. Mais attendez, vous savez quoi? Dylan Howard est le journaliste qui a montré que c'est le prince Ben Salman, vous savez, le même qui a découpé Khashoggi en tranches, qui a piraté le téléphone du patron d'Amazon, Jeff Bezos. Il a récupéré les photos puisqu'on parle de porte-jartelles, hein, donc il a récupéré les photos privées de la maîtresse, parce que Bezos était marié à l'époque, et donc et c'est comme ça que toutes les photos se sont retrouvées. Alors c'est pas Howard, mais c'est lui qui a montré que c'était le prince Ben Salman qui a piraté intégralement le téléphone de Jeff Bezos lorsque celui-ci lui a donné son numéro de téléphone.
Donc attention la prochaine fois que vous donnez votre numéro de téléphone, je le dis, parce que manifestement on peut le pirater. Et là aussi, c'est le Mossad qui a les meilleurs appareils, et d'ailleurs qui le vend à tous les services de renseignement et même aux multinationales, qui vous permet, si vous voulez, de capter toutes les conversations des téléphones autour. Merci Pierre Jovanovic, directeur littéraire du Jardin des Livres, pour nous avoir... Merci à vous Yannick, grâce à vous on a appris quand même une information intéressante dans l'affaire Epstein aujourd'hui, une connexion que je n'avais pas du tout vue. Merci à vous. L'affaire Epstein, publiée au Jardin des Livres.